Salut à tous, bienvenue pour ce tout nouveau numéro d'Avignon Avignoff. Aujourd'hui, au sommaire, nous aurons le plaisir de retrouver pour le souffleur Paolo Crocco qui viendra donc nous parler en compagnie d'Alberto, son fidèle régisseur, qui donc était déjà là il y a 2 ans pour nous parler de ce spectacle qu'il a donné déjà à la Pierre de Lune il y a quelques années et qui maintenant est repris au Trois Soleils. On retrouvera donc tout à l'heure Paolo Crocco. Mais tout de suite, on retrouve le mec de la tombe. C'est l'histoire. Une passion dévorante. Ce sourire, je peux pas la blairer. Un érotisme chaud bouillant. Arrêtez. Envie de renifler sa mort. De désaccord et d'envie opposée. Et c'est l'histoire d'un homme. Qui vit au milieu de ses vaches. Alors, Martin chérie, qu'est-ce qui t'arrive? T'as la voix tout enrouée. célibataire séduisant avec propriété à la campagne. Et qui tombe amoureux. De l'opposé de son idéal de femme. Impossible de décrire ce sourire sans plonger dans les vieux standards de bal musette. Et dont il ne peut plus se passer. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme tiraillé entre leurs rêves d'amour et leurs idéaux de vie. Qui a eu l'idée déjà d'adapter justement ce roman? C'est l'adaptatrice Laure Jégui qui avait lu ce roman, qui l'a beaucoup aimé, qui nous l'a présenté. Donc on a lu le roman et on a tous dit ouais, vas-y, adapte-le. Alors donc c'est toi Séverine en fait qui a fait la mise en scène. Moi, ils m'ont demandé, c'est Gaëlle, en fait c'est Gaëlle, la comédienne, et cette fameuse Laure qui ont eu cette idée, qui m'ont demandé de faire la mise en scène du spectacle, et François jouait aussi. Voilà. Et aussi la musique. C'est important aussi de savoir. Il y a quelques morceaux en fait à l'intérieur qui sont composés spécialement. Exactement. Comment justement c'est venu en fait? C'est à partir de la nouvelle que la pièce allait se créer ou il y a eu un... Par rapport aux musiques, ouais. En fait il y avait cette idée du tango en fait. Et c'est Séverine qui m'a, quand elle s'est lancée sur la mise en scène, elle m'a dit j'aimerais bien qu'il y ait un tango. Parce que Benny il est danseur de tango. Oui. Ça c'est déjà dans le bouquin et c'est encore dans la pièce. Et du coup elle me demande un tango et du coup au départ, je lui ai proposé un tango, mais qui était beaucoup plus moderne que ça, plus inspiré de Piazzolla, un truc un peu plus mélange jazz, tango, quoi. Et en fait, Séverine me dit non, mais c'est pas du tout ça que je veux un truc un peu rétro. D'ailleurs, sur mon fichier d'ordinateur, c'est marqué tango rétro. Et je me suis amusé à faire un tango. Ce que j'adore, moi, dans le tango, c'est comme dans... en fait, c'est des mélodies qui se télescopent. C'est-à-dire que des mélodies qui jouent en même temps. Il y a 2 mélodies, par exemple, dans le tango rétro, que j'appelle tango rétro, sur lequel on danse à un moment. Et ben, il y a 2 mélodies, et il y a une première mélodie qui vient, et puis il y a la deuxième mélodie qui rejoue une fois,
avec une deuxième mélodie qui vient s'ajouter, et les deux font une espèce d'accord, ce qui pour moi, on n'en a pas vraiment parlé, mais représente aussi ces deux personnes. Le tango, c'est aussi ça, c'est deux personnes deux mélodies différentes qui finalement arrivent à se rencontrer à un moment, même si des fois il y a des petites tensions. Dans le tango, il y a aussi ça. Des fois, il y a des petites notes qui frottent. Et c'est un peu comme entre Désiré et Béni, il y a des trucs qui frottent, il y a des trucs qui vont très bien ensemble, qui s'accordent, qui sont puissants. Et en même temps, des fois, ça dissonne un peu. Mais et le tango, je trouve que c'est Béni et Désiré. C'est une belle définition en tout cas des deux personnages. Ouais. Donc ce spectacle, les deux mecs de la tente d'à côté, il y a donc une mise en scène. Quel parti pris en fait tu as eu justement pour pouvoir mettre en scène tout ce flot d'informations qu'il y a dans le roman? Alors, je suis pas sûre de répondre correctement à la question, mais La grange, je vais, en fait, au départ, déjà, la mise en scène et l'écriture du texte ont été un petit peu conjointes, c'est-à-dire qu'on a eu une première proposition du texte qu'on a commencé à travailler, et puis c'est en travaillant qu'on s'est dit ah mais en fait ce serait mieux que le texte parte dans telle direction, de telle manière, et c'est en répétant avec François aussi, dans une salle où on n'avait encore rien au début, mais on est dans une salle de répétition où il y avait plein d'objets dans tous les sens, et je leur ai dit utilisez ce que vous voulez autour, c'était plus une improvisation pour travailler, et finalement ces détournements d'objets qu'ils ont fait comme ça spontanément en impro, je me suis dit tiens, on va garder cette idée et on sera dans un lieu, au début on pensait à un grenier par exemple, chose comme ça où il peut y avoir des tas de choses, et donc on est parti là-dessus. Après c'est devenu une grange parce que par rapport au personnage c'était ce qui était le plus logique on va dire, mais voilà comment c'est venu. Je sais pas si je réponds à la question, mais... Si. Alors justement, donc ce décor il est assez, je dirais pas minimaliste quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de choses quand même qui sont assez élaborées. Il y a eu des choses en fait qui se sont modifiées par rapport à la mise en scène. Alors, par rapport à la mise en scène. Oui. Comment dire? Au début, notre décor il a changé très récemment déjà, parce qu'on avait fait la première fois quand on l'a créé. Dans l'urgence, on avait juste acheté des tissus qui représentaient de la paille et des morceaux de bois, enfin des tas de bois, et voilà, on avait mis ça. On a gardé pendant un moment, mais ça ne fonctionnait pas, c'était pas. Et donc là, récemment, pour Avignon, on a fait ce décor avec porte de grange et pareil, tas de bois, voilà. Après, sur tout le petit foutraque d'accessoires, c'est venu vraiment. On a ramené plein de choses de chez nous complètement incongrues, puis il y a des choses qu'on a gardées, des choses qu'on n'a pas gardées. Et la mise en scène s'est faite vraiment en fonction de ce qu'on amenait. C'est pas moi par exemple qui ai dit je veux cette espèce de frite bleue pour le spectacle, je veux ce faux renard pour un. On avait ça, puis on s'est dit tiens ça marche pour ça, on le garde. Voilà, ça s'est construit plutôt conjointement. Voilà. Ok. Alors le rôle justement de Béni, c'est aussi une reprise. Avant c'était Léon Vital qui depuis donc est parti à partir du 22 juillet je crois. Jusqu'à la dernière date, 22 mai. 22 mai, waouh. Non, depuis le 22 mai. Depuis le 22 mai, donc pardon. Donc, c'est Léon Vital qui au départ avait le rôle, qui joue depuis donc le 22 mai une autre pièce. Et donc il a fallu trouver un remplaçant, et quel remplaçant justement, pour Béni. Alors toi tu connaissais déjà donc le texte bien avant sur cette reprise de rôle justement. À partir de la musique en fait, ce que tu avais fait, est-ce que tu étais déjà un petit peu dans le personnage ou... Alors en fait c'est un peu particulier parce que si on veut vraiment prendre l'historique, au départ je devais faire le rôle. Ah, d'accord. Et après pour des raisons internes, d'organisation, etc., il y a un moment je n'étais plus disponible pour le rôle. Donc j'ai commencé les premières répétitions. C'est avec lui qu'on a créé et même au départ, on a beaucoup discuté avec Laure, qui est l'adaptatrice. Ouais. Et même au départ, on devait presque faire une adaptation conjointe. Mais après, je lui ai dit, mais toi, c'est toi l'auteur, c'est toi qui... Parce que moi, j'avais un peu d'expérience d'adapter, j'avais déjà adapté un texte d'Amélie Nothomb, qui est Hygiène de l'assassin. Et donc j'avais un peu cette expérience-là. Mais en fait, quand elle est partie dedans, elle était vachement plus investie que moi, et je lui ai dit mais en fait c'est mieux que ce soit toi qui fasses l'adaptation. Il faisait juste les retours en disant va plus dans ce sens, va plus dans ce sens. Voilà, c'est ça, je l'ai fait un peu guidé, mais c'est elle qui a vraiment fait l'adaptation. Et du coup j'étais devais jouer au départ,
et faire la musique aussi déjà et un peu participer à l'adaptation. Donc j'étais vraiment partie prenante et puis en plus c'est notre compagnie commune, les choix on les fait ensemble, même quand il a fallu me remplacer on a demandé à Léon, c'était quelqu'un que je voyais, que j'avais déjà vu sur scène, que je trouvais formidable et qui pouvait vraiment coller au rôle vraiment de manière parfaite. Et qu'il a d'ailleurs très bien collé au rôle, qui était très très bien. Tout à fait. Et donc, en fait, quand j'ai repris le rôle de Benny, j'étais déjà chargé de tout ça. Je connaissais le texte, pas par cœur, mais presque, parce que j'ai aussi fait le montage du premier teaser. J'avais fait les musiques, j'ai vu le spectacle. J'ai même aidé à un montage une fois de lumière, faire une implantation lumière. Donc, c'était pas inconnu pour moi. Et en plus, ne le dites pas, hein. J'espère qu'on n'est pas filmé, mais, Non. mais je suis en couple avec Gaël Leroy. Voilà. C'est même ta femme, on peut dire. C'est même ma femme, mais on n'était pas mariés à l'époque. Et on est mariés, donc j'ai tous les petits retours, je les ai eus aussi. Voilà, donc je ne suis pas tombé dans l'inconnu. Hein. Après, il y avait une certaine appréhension quand même de reprendre un rôle aussi fort, aussi important. Après la très belle interprétation de Léon, il fallait aussi reprendre ce truc-là. Ouais, et j'avoue que j'avais une petite appréhension. Mais ça s'est très bien passé. Mais il se trouve que quand j'ai commencé à apprendre le texte, j'ai senti tout de suite que ça allait coller, qu'il y avait un truc facile. Enfin, j'ai appris facilement ce texte. Aussi, déjà parce que c'est bien écrit, je pense, c'est bien agencé. Et puis parce que, je sais pas, il y a des fois des rôles comme ça qui sont magiques et on se sent bien dedans, on est détendu. J'ai l'impression d'être détendu sur scène parce que tout s'accorde en fait. La mise en scène est déjà déjà très mise en place et elle nous emmène, elle nous accompagne. Et après il n'y a plus qu'à être là, quoi, jouer, dire le texte, faire la mise en place et puis profiter de ces moments-là, quoi. Tout est, voilà, il n'y a plus qu'à. Ouais. Ouais. Il n'y a plus qu'à. se glisser dedans. Faut apprendre, hein. C'est un travail quand même. Mais c'est quand même confortable dans le sens. Et en plus, on est quand même dans une ambiance assez chaleureuse. Hein, On s'aime bien tous. On s'aime beaucoup. On s'aime beaucoup, beaucoup. Le Souffleur se joue cette année dans la salle des Trois Soleils. Paolo Crocco nous a fait le plaisir, il y a maintenant 2 ans déjà, de nous parler de son spectacle qu'il a créé donc en 2021 avec la grande complicité d'Emmanuel Vacca, qui est décédé malheureusement au printemps 2021.
Tout de suite, on retrouve Paolo Crocco en compagnie d'Alberto, son fidèle régisseur général d'il y a 2 ans, pour nous parler du souffleur. Hildebrando Biribo fut le souffleur de la première représentation mondiale de Cyrano de Bergerac le 28 décembre 1897 au théâtre de la Porte Saint-Martin. À la fin de la représentation, on le trouva mort dans son trou de souffleur. Je me présente. Nom, Biribo. Prénom, Hildebrando. Ce qui donne un unisson, Biribo, Hildebrando. Mais moi, pour l'harmonie, je le retourne. Hildebrando, Biribo. Il fut celui qui souffle et qu'on oublie. Oui, moi j'étais souffleur. Souffleur de théâtre. Mais attention, pas n'importe quel souffleur. Pas n'importe quel étudiant à la recherche de son argent de poche. Non. Moi j'étais souffleur. Dans l'âme. Et dès la naissance, quand je sortis du ventre de ma mère, ce n'est pas un cri que je poussais, mais un souffle. Dès l'âge de 5 ans, quand on me mettait assis devant le gâteau d'anniversaire, les bougies allumées, mes parents me disaient « Allez, Hildebrando, souffle ». Moi, je m'approchais de ces petites lueurs groupées et je leur murmurais « Éteignez-vous ». Cette pièce raconte l'histoire du premier souffleur qui a existé. C'était à Paris, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Oui, alors nous on préfère dire que c'est l'histoire du dernier souffleur plutôt, parce que le métier existait déjà. Sauf qu'on associe un peu la mort de Hildebrando Biribo, du coup, que c'est le souffleur de la première représentation mondiale de Cyrano de Bergerac. Et en fait, sa mort correspond un peu à la mort du métier, parce que c'est à peu près à cette époque que les troupes, les comédiens, les théâtres ont arrêté de se servir du souffleur comme outil de travail, parce que avant ils étaient habitués, les compagnies, à jouer beaucoup de pièces. Ils avaient dans leur répertoire énormément de pièces, et selon la soirée, la semaine, la condition, le moment, les invités ou les gens qui venaient voir le spectacle, ils décidaient quelle pièce jouer, peut-être des fois même à la dernière minute. Donc du coup, le métier du souffleur était nécessaire parce qu'ils avaient énormément de textes à retenir. Et donc parfois, ils pouvaient avoir des trous de mémoire ou être sur le mauvais texte. Et du coup, le souffleur était là pour les ramener sur la pièce qu'ils étaient en train de jouer à ce moment-là. Voilà. Et c'est pas une histoire vraie. Ah bon? Non. Oh. C'est-à-dire que c'est une histoire. Ce qu'on aime, c'est de pouvoir y croire. C'est pour ça que les histoires existent, du coup, aussi. Si vous allez sur Wikipédia, vous ne trouvez pas Hildebrando Biribo, dernier souffleur de la... Mais voilà, nous on aime croire que c'est une histoire possible, en tout cas. C'est une histoire qui a été écrite, il me semble, par Emmanuel Bacca. Oui, Emmanuel Bacca. Qui lui-même est décédé quelques semaines avant la première. Alors, lui, Emmanuel Bacca, en fait, il a pu assister à notre avant-première en décembre. Oui. Et j'ai travaillé les 2 dernières années, en fait, depuis 2019, où je lui ai demandé l'autorisation de rejouer sa pièce, qui était déjà jouée en Espagne, en République tchèque, en Russie, en Italie. Il a été repris, ce texte, mais il n'avait jamais été repris en France. Donc moi, je lui ai demandé s'il me donnait l'autorisation, et il était très content et touché que son texte puisse reprendre vie en France. Et du coup, depuis 2019, on a un peu travaillé, j'ai travaillé pas mal avec lui pour avoir des conseils, pour comment aussi, en quelque sorte, dépoussiérer ce texte qui, à un moment donné, n'était peut-être pas très actuel sur certaines choses.
Et du coup, il a assisté à l'avant-première et effectivement, malheureusement, il est décédé le mois de mars, avant justement les premières officielles que nous avons après joué à Paris dans le cadre du festival Phoenix. Voilà. Et alors, là, vous êtes tous les deux en fait sur le festival pour tracter. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu des réactions de gens qui avaient déjà eu la pièce peut-être, ou qui auraient envie de la voir et puis se dire quel drôle d'idée ce panneau? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez eu comme réaction? Ça, c'est la pancarte, c'est la version petite, car nous n'avons pas reçu la livraison de la grande version. Plus grande. Oui, il y en avait une plus grande, mais après, on avait peur d'être montré du doigt un peu comme des mégalomanes, donc nous avons arrêté. Écoute, d'une part, le tractage reste la base d'Avignon. Oui. C'est-à-dire surtout quand tu viens avec une pièce d'un auteur qui n'est pas connu, c'est pas un Molière, c'est pas du coup un auteur. Encore un Molière. C'est pas encore un Molière et c'est pas Molière en tout cas. Et donc du coup, c'est vrai que le tractage c'est la base un peu de notre existence ici à Avignon. Ça nous permet d'aller chercher le public, ça nous permet de trouver, ça nous permet déjà de rencontrer les gens, de leur expliquer, de leur parler de notre spectacle. Avoir un contact. Voilà. Et nous, on est très passionnés dans ce contact. C'est-à-dire qu'il y a différentes typologies de tracteurs. Et nous, on est... il y a ceux qui sont obligés de le faire. Il y en a d'autres qui oui, le font parce qu'il faut le faire. Nous, on le fait parce qu'on aime ça. On aime ça et on aime beaucoup promener cette pancarte qui nous permet de ne pas être raté parce que quand on passe, on nous voit un peu partout. Et du coup, voilà. On est très discret. Hein? On est très discret. La discrétion, c'est pas notre. Voilà, on dit souvent que les gens sont souvent agressés par le nombre de gens qui viennent les tracter, leur donner des flyers et tout ça. Et nous on part de ce principe que nous sommes des agresseurs. Des harceleurs. Des harceleurs. Et voilà. Donc du coup, quand on a la possibilité, qu'on voit des groupes, des terrasses, nous, ça nous permet de présenter ce souffleur avec toute l'énergie que nous avons dans le corps. Voilà. Et en tout cas, c'est efficace, hein, apparemment. Ça se voit. Oui, on le voit. Oui. Après, c'est vrai que du coup, on rencontre effectivement des festivaliers qui viennent au festival depuis 20-25 ans et qui ont vu la version d'Emmanuel Vacca, qui avait eu un énorme succès entre 98 et 2000. Donc ça nous permet, effectivement, tu vois, la dimension permet d'attirer du monde. Et je tiens à préciser que cette pancarte est une idée de Fabio Marra, qui c'est du coup notre collaborateur artistique. Et je tiens à dire aussi que si ce n'était pas pour Fabio Marra, je ne pense pas que je serais dans ce festival cette année avec le spectacle comme il existe aujourd'hui. Et la pancarte, c'est normalement sa pancarte. Et qui nous a généreusement prêté. Parce qu'il n'était pas là. Parce qu'il n'était pas là cette année, du coup il a dit bon les gars, vous pouvez prendre la pancarte. Je vous laisse. Et du coup voilà. Et effectivement du coup on trouve des gens qui ont vu la version d'Emmanuel et qui sont retournés voir la version que nous présentons. Et, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Et c'est très touchant pour moi de voir que ces personnes sortent avec un souvenir de ce qu'ils avaient vu et ils repartent enrichis de ce qu'ils ont vu aujourd'hui. Ça veut dire que le texte continue d'exister et de souffler. Son âme est toujours là, est toujours présente. Et ça, ça nous fait plaisir. Le souffleur reste dans l'esprit des gens. Il y a carrément des gens qui nous menacent en disant « Oui, j'ai vu la version d'Emmanuel Vacca, je viens vous voir, mais attention ». Il n'est pas l'auteur. Alors moi, oui. On voudrait être ou ne pas être remboursé. Voilà. Mais du coup, ça se passe toujours très bien et à la fin, ils sont touchés, emportés, voilà. Et ça fait plaisir, ça donne des frissons. Oui, ça donne des frissons, mais après c'est une tragicomédie, tu vois. Donc du coup, et c'est tout ce que j'aime,
tout ce qu'on aime, je pense, parce qu'on a cette possibilité de faire rire les gens, de les avoir avec nous sur un côté plus comédie, parce que ce sont les accidents de la vie. On voit ce personnage qui est un souffleur qui a existé en 1897, mais les problèmes humains de tous les jours, les accidents, sont quelque chose qui parle toujours aux gens, même aujourd'hui, tu vois. Et du coup, et après, il y a le côté tragique de sa vie, une vie dans l'ombre, une vie dans parfois dans la solitude, et sa fin aussi est un peu liée à cette condition d'homme seul qui se retrouve voilà, en difficulté. Tu parles d'homme seul. Oui. Tu as déjà fait plein de fois le Festival d'Avignon, mais dans une troupe. Oui. Et cette troupe-là, en fait, n'avait pas de spectacle cette année. Non. Quelle différence il y a entre, justement, tracter tout seul avec Alberto et être avec un esprit de troupe comme ça, un petit peu, ou... L'esprit de troupe, alors moi c'est mon premier solo en scène aussi. Donc disons qu'après 20 ans de travail, j'ai toujours travaillé avec les autres et pour les autres. Donc déjà c'est un festival particulier parce que c'est la première fois que je viens avec ma propre compagnie qui est née juste avant le Covid. J'ai du flair moi quand il faut faire les choses. Donc je t'avoue que c'était un peu compliqué ça déjà. Et donc du coup déjà il y a la solitude sur le plateau. Et il y a toujours, c'est pas évident, il faut se mettre dans un autre esprit. Du coup, tu n'as plus le partenaire, tu n'as plus la réplique, et tu n'as plus comment dire, la protection qu'on se donne dans l'équipe. Et donc ça, c'était la première chose que avec laquelle j'ai dû lutter et apprivoiser, parce que c'est pas évident. Et du coup, c'était le premier pari. Le deuxième, c'était de créer une compagnie dans cette période complètement compliquée. Et ensuite, justement pour éviter un manque total d'esprit d'équipe, je suis arrivé avec Alberto, qui est un comédien aussi et qui se prête de façon très généreuse, j'ai envie de dire, pour ce festival en étant dans l'ombre. Grâce à Alberto, grâce à mon régisseur lumière qui s'appelle Luc Degassard, qui a fait des lumières magnifiques et qui a réussi à adapter des lumières qu'on avait créées pour un lieu plus grand. Il a recréé la même ambiance au coin de la Lune, que c'est une salle plus petite et plus... voilà. Et Alberto, donc du coup, est mon équipe. Ils sont mon équipe. Et c'est très intéressant de voir cette pièce, cet esprit qu'il parle. Il parle de moi, je me sens derrière, dans l'ombre, mais pas complètement. Le souffleur, il respirait avec les comédiens, et là, je respire avec toi. J'aime beaucoup cet esprit qu'on a recréé en quelque sorte, parce que déjà le souffleur, c'est le souffleur de la première représentation de Cyrano de Bergerac, qui lui-même était un souffleur, car il soufflait les mots à Christiane pour Roxane. Et Alberto est aussi en quelque sorte mon souffleur, parce que c'est l'homme de l'ombre, il est là, moi je sais que en cas d'accident, il est là pour m'aider, pas forcément pour souffler le texte. Pas forcément pour le texte. Il n'a toujours pas appris. Mais, sur le TGV, j'étais en train de... Mais si tu veux, c'est un spectacle qui est dédié aussi aujourd'hui à toutes les personnes qui existent dans l'ombre pour permettre à un spectacle d'exister. Donc que ça part entre le régisseur lumière, les producteurs, les diffuseurs, celui qui a créé l'affiche, notre graphiste, Olivier Dantier. Donc c'est vraiment à tous ces gens-là que j'ai dédié aussi. C'est donner importance à toute l'équipe, voilà. Au corps de l'équipe, que c'est un peu toute l'équipe, que ce n'est pas, c'est facile de parler des comédiens, voilà, qui sont toujours en lumière là, mais on ne parle jamais de ce qu'il y a derrière un spectacle. Voilà, toutes ces personnes qui sont là, la costumière, qui ne sont jamais sous les projecteurs, et qui voilà. Donc c'est aussi ça le souffleur. Et bien voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec la face cachée du Wolters Cabaret et OVNI. Merci.
très bonne fin de journée et surtout libérez vos temps.